Comment on prend ça? Comme ça? C'est parti! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Salut Fred, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, super, Good. super bien. Donc, on est ici aujourd'hui pour placoter encore, Ouais! partager plein de belles aventures qu'on a et qu'on veut avoir. Exact, exact. Alors, on a eu l'idée, en fait, de vous poser des questions. En fait, le contraire, que vous nous posiez des questions. Parce que, en fait, puis ça, je prends un petit moment pour vous remercier aussi. Oui. On a reçu vraiment beaucoup de beaux commentaires. Vous nous écoutez, vous nous le dites aussi. Puis ça, on l'apprécie vraiment beaucoup. Dites-nous-le quand vous nous écoutez, c'est vraiment apprécié. Puis ça nous fait réfléchir aussi. Oui. Ça nous donne des idées pour des épisodes futurs. Là. C'est vraiment apprécié. Les commentaires sont toujours constructifs, évidemment. Oui, absolument. Donc, et là, ici, on les a fait participer encore plus avec nous. Donc, vous êtes avec nous. On a mis vos questions que vous nous avez envoyées. La tasse, elle déborde, en fait, de questions. Oui. Qu'on a pensé piger une à une, puis en fait, vraiment spontanément répondre. On a vu un petit peu les questions, mais honnêtement, on a décidé de ne pas trop y réfléchir à l'avance pour que ce soit vraiment comme spontané, puis y réfléchir là, à deux. Et on n'en a pas parlé non plus ensemble. Non, donc, il n'y a rien de stagé dans tout ça. Vous avez la matière brute, tout le monde. Exact. On se fait assez confiance depuis le temps pour ne pas avoir besoin de préparer. Non. Donc, pour vous, c'est plus le fun aussi. Puis, je voulais aussi en même temps, Fred, tu es revenu sur leur participation, mais j'ai vu, tu sais, celui qu'on a fait, ça ou ça, là? Oui. Bon, mais tout le monde m'a dit, l'avant-dernier épisode, le dernier en fait, tout le monde m'a dit, écoute, Josée, je vous répondais pendant que je courais. J'ai eu le même commentaire, c'est drôle. OK. Et il y en a une qui s'appelle Dominique. Salut Dominique. Je lui ai écrit, je lui ai dit, je savais que tu répondrais à toutes les questions. Tu sais. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc là, gang, vos questions sont là, puis on a hâte de regarder ça. Puis c'était des questions, on avait décidé, c'était pas des questions style qu'est-ce que je devrais faire pour mon prochain marathon. Non. C'était plus sur notre aventure en affaires, toi et moi, l'aventure de Maison de la course globalement. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment des belles questions. On a plein d'affaires à vous raconter. Ouais. Donc, qui pige en premier? À toi l'honneur, vas-y. Parfait. Bon, je vais prendre le plus gros, je me souviens plus c'est quoi, mais celui-là. Donc, on commence par Chantal. Chantal, elle demande « Combien de temps estimez-vous passer en dehors des heures de boutique et de la gestion normale pour développer des projets connexes comme podcast, qu'on fait en ce moment, club de course, réseaux sociaux, programmes virtuels? Combien de notre temps en dehors des heures de boutique qu'on consacre, dans le fond, cette question-là, c'est comme le développement de la communauté. C'est comme le partage de notre passion. Aïe. Aïe, hein? Je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a une partie qui se fait quand on est à la boutique aussi, tu sais, entre deux petits projets, quand dans les temps morts un petit peu, on est capable de s'installer puis de travailler sur ces trucs-là. Oui. Ce qui fait que c'est peut-être un peu plus dur à mesurer. Ça se fait même quand on court. Oui, c'est ça. Parce que... On y réfléchit tout le temps. Là, c'est ça. On est toujours en train d'y penser. Puis moi, ça se fait aussi beaucoup quand j'écoute les gens parler. Mm-hmm. Comme là, je reviens d'un voyage. J'ai fait un marathon avec des amis. On était 22 Québécois ensemble, 12 amis proches. Puis je les écoutais parler. Puis là, je reviens d'un voyage comme ça. J'ai pas les jambes fatiguées, mais la tête, elle, est pleine de nouvelles idées. Déborde. Donc, donc, finalement... c'est trop intrinsèque pour qu'on puisse le compter. C'est ça, ça revient tout le temps un peu à ça. C'est-à-dire que, tu sais, j'écoute des fois des podcasts d'entrepreneurs, des podcasts de business, puis là, ça me fait réfléchir à un truc, puis là, j'ai une idée, puis là, on en a parlé justement, une idée pour la saison 2 du podcast, etc. Fait que, comme tu dis, je pense que c'est dur à mesurer. Si on veut vraiment mettre un peu des chiffres, on pourrait dire que cette année, on va avoir fait une 20aine d'épisodes de balado. L'enregistrement, c'est environ 1 heure par épisode, mais là, on rajoute à ça tout le temps de le mettre en ligne. Fait que, tu sais, toi, tu vas aller le mettre en ligne, faire un texte qui accompagne ça. Oui. Après ça, décliner sur les réseaux sociaux des clips pour promouvoir le balado. Faire des visuels. Ça, c'est le volet balado. Les volets communauté, club de course, ça, c'est très variable selon la période de l'année. Si je parle personnellement avec les pas pressés, on est trois membres du CA qui se partagent un peu les tâches. Fait que ça va varier beaucoup. Au printemps, c'est un petit go à donner parce qu'on lance la saison et tout. Un moment donné dans l'été, ça surfe un petit peu, ça va super bien. Puis, la fin de saison, c'est d'organiser la fête de fin de saison, etc. Fait que c'est dur à mesurer, effectivement, là.
Les programmes virtuels, mais moi, cette année, j'ai refait des nouvelles versions. Ouais. Donc, cette année, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus. Je dirais l'hiver. Un programme virtuel, c'est au moins 40 heures de travail, là, facile. De le lancer, mais après ça, de le faire vivre, bien, ça de l'enregistrement, préparation des programmes avec l'aide Karine, toi. Donc, oui, quand même, c'est beaucoup. Mais si on mettait pas ce temps-là, on aimerait moins notre travail. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, prochaine, vas-y. Pas celui sur le dessus, c'était trop évident. Je ne sais même pas c'est lequel. Non, je l'ai pas vu. On ne sait pas, on les a toutes mis. Plus dans le fond. Oh, un tout petit. Ah, c'est une très bonne question Olivier. Olivier. Oui, qui nous demande, est-ce que vos conseillers sont payés à la commission et pourquoi? Ah, ça, c'est intéressant. Puis en fait, la réponse est la même depuis 2012. Donc, oui, ça n'a jamais changé. Exact. C'est toi qui as lancé le bal en 2012. Oui. Et puis moi, là, je vais vous parler de char, tu sais. Que voulez-vous? Oui. Mais c'est parce que non, ils ne sont pas payés à la commission. OK? Ils ne l'ont jamais été. Mm-hmm. Et c'est pas quelque chose qui est dans nos projets non. Du tout. Pourquoi? Bien, dans le fond, si les gens sont payés à la commission, puis vous n'avez pas vraiment besoin d'un morceau, ils vont naturellement, l'humain étant ce qu'il est, ils vont un peu pousser pour que vous le preniez. Mm-hmm. Ce que nous, on ne fait pas du tout. Non. Fait que donc, ça fait que la personne est moins à l'écoute du client. Et ça fait aussi une atmosphère à l'interne qui est de compétition et pas de collaboration. Oui. Et ça, pour l'avoir vécu, moi, dans l'automobile, tout le monde est à commission dans l'automobile. Ça n'existe pas une place où les conseillers... je pense peut-être Tesla maintenant, mais je ne suis pas certaine. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont essayé au fil des années de mettre les représentants salaire fixe et ça n'a jamais donné des bons résultats. Et tout le monde revient toujours à un salaire à commission. Mais nous, à la Maison de la course, on est là pour travailler ensemble et travailler à écouter le client. Mm-hmm. Donc, si le client a besoin d'une chaussure qui est en spécial à 30 puis elle va coûter 150, on ne lui conseillera pas la chaussure à 350. Mm-hmm. On ne fera jamais ça parce que ça impacterait notre salaire, mais d'un autre côté, ce serait vraiment pas bon pour le client. Donc, ça a été décidé, voilà, très longtemps. Les gens de notre équipe, en fait, ils adorent ça. Comment ça va? Oui, ils n'ont pas une pression de notre part. Non. Pour achever des objectifs de vente. Et cette pression-là, c'est un troisième élément qui fait que c'est pas bon. C'est une mauvaise pression parce que il peut y avoir une tempête de neige dans une semaine, on verra pas beaucoup de clients. Et là, l'équipe, s'il était à la commission, il serait démotivé. Ouais. Ça fonctionne pas. Non. Ouais, c'est vrai. La saisonnalité, ça serait embêtant un petit peu. Ça serait très embêtant. Puis voilà. Puis l'autre chose, c'est quand c'est à commission, je pense à une autre chose, c'est que les soirs, les journées occupées, les conseillers veulent travailler ces journées occupées-là et les journées pas occupées, ils veulent pas travailler. Ouais. Et donc, la personne qui vient une journée tranquille, est moins bien servie parce qu'il y a pas de monde. En tout cas, c'est vraiment... à la limite, moi, je trouve que ce serait toxique. Oui. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier aussi que... puis peut-être que c'est différent dans l'automobile, mais à Maison de la course, on a plein d'autres tâches à faire. T'sais, on a la réception de marchandises, il faut placer les choses, il faut s'assurer que la boutique soit belle, soit accueillante. Ce qui fait en sorte que, il arrive un client, on est en train d'ouvrir des boîtes, là, on ne voudrait pas non plus que tout le monde se garoche sur un client puis laisse tomber les autres tâches parce qu'il faut que ça avance. On est des petites équipes, puis il faut que les tâches aussi... Il faut que les tâches avancent. Ouais. Puis... ça amène aussi un autre aspect qui est pas vraiment gentil et que je suis certaine que tout le monde l'a senti dans sa vie. Si tu arrives habillé à chienne à Jacques, je dis une vieille expression, là, mais tu arrives avec un jeans, t'as pas l'air millionnaire, puis tu rentres dans la boutique, ou dans un concessionnaire, les conseillers vont aller se cacher. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu, là. Ils vont se cacher parce qu'ils se disent « c'est pas un client payant ». Pour les voitures, ça doit être épouvantable. C'est épouvantable de faire ça. Et nous, on le sait, comme gérant, moi, j'ai été gérante quand même longtemps. Tu dis, il est où mon vendeur? Là? Il est où Pierre? Là? Tu dis, mais Pierre est parti se cacher parce que le client n'avait pas l'air riche. Tu sais? C'est épouvantable. Ou le client a l'air jeune. Oui. Moi, chez BMW, tu sais, du profilage sur plein d'affaires. C'est du profilage sur plein d'affaires. Fait que non, c'est négatif. Fait qu'on ne fera jamais ça. Bon, c'est assez clair, je pense. On y va. Prochaine question. Oui. Romain nous pose... C'était-tu Romain, là, l'autre d'avant? Non, c'était Olivier. Ouais. Romain nous pose la question.
Est-ce qu'il y a déjà eu des produits de course que vous avez vus et vous vous êtes dit, ben voyons donc. J'ai rajouté le bain. Ouais. Design, utilité, prix exorbitant. Et si vous pouviez dire lesquels? Ouais. Perso, je pense à des produits comme Nike. Moi, je ne connais pas ce modèle-là. Ouais, les Hyperboots. OK, mais c'est quoi ça, des C'est Hyperboots? comme une botte. OK, là, j'essaie du mieux que je peux. C'est une botte qui fait comme une espèce de compression plus de la chaleur autour de ton pied. C'est comme une botte de warm-up. Ah, oui. Fait que c'est comme... Il y a des gens qui vont l'utiliser dans plein de sports, là, tu sais, course, ça existe encore? Basket et tout. Oui, c'est quand même assez récent, en fait, comme produit. Puis ça vaut combien? À grosso modo. Autour de 1000, là, 1000 et plus, là. Ouais. 1000 $ pour des bottes pour se réchauffer? J'ai des bas de laine, moi. Ouais, c'est ça. Pardon? Ça m'étouffe. C'est un peu comme tu sais, comme les Norma trucs, là. Tu sais, ce qu'on enfile, là, les jambes dedans. Mais juste pour le pied, en fait. C'est comme c'est peut-être, je sais pas, là, c'est peut-être très différent, finalement. Là. Je connais pas assez ça. Mais... On veut rien dire contre ce produit-là, mais on nous l'a jamais présenté. Ouais, non, c'est ça, on nous l'a pas présenté. Ouais. Jamais. Parce que nous, les gens nous présentent les choses, les produits, une année à l'avance avant qu'on les ait. Ouais. Et je vous dirais, là, au niveau technique, c'est Fred qui est la référence dans la boutique. Donc, souvent, c'est lui qui va dire « Ah, ce produit-là a plus de bon sens. » Moi, tu sais, je regarde puis je fais « Oh, c'est bizarre. » Ouais. J'essaie de penser... je pense que ce qui nous a marqué le plus, c'est peut-être les produits qu'on a essayés puis qui étaient des erreurs à ce niveau-là. Puis justement, ça me fait penser à un modèle de Nike. Je sais pas si tu te souviens, c'était... là, on recule de sûrement 7-8 ans facile, peut-être même plus. C'était un modèle très, très, très mince de Nike, très flexible. Ah, oui. Mais qui s'enfilait comme un bas. Il était beige. Oui, puis il y avait une espèce de beige avant que ce soit la mode. Je me souviens de la couleur. Puis qu'il y avait une espèce de velcro qui faisait le tour de la cheville puis qui venait pour le lasser. Là, c'était pas de lacet. Comment ça se fait qu'on avait acheté ça? Je sais pas. Je sais pas. À ce moment-là, c'était trop bizarre, trop cher, trop niche. Finalement, ben, on n'en a pas vendu. Là. Non, il s'est retrouvé dans le rack à 50 %. Oui. Mais ça, par exemple, je me souviens de ce modèle-là parce que à chaque fois que je le voyais, c'était comme se faire redire que ça, c'était pas fort. José, pourquoi? On a déjà aussi des Salomon un petit peu qui n'ont pas été extra. Ouais. Tu sais, Puis quel modèle qu'on avait eu de... C'est-tu un Brooks qu'on avait eu bizarre? C'est exactement ce que je pensais. C'était quoi son nom, donc? Ça s'appelait le Neuro. Puis là, tu sais, je veux pas tourner le fer dans la plaie de Brooks. Ouais, c'est ça. Mais c'était un soulier, là, pour ceux qui nous écoutent, là, puis qui n'ont pas la... Là, je vais faire des gestes avec mes mains, là, mais c'était des petits... Pods. Comme des... Gros comme des 2 piastres, peut-être, en dessous. Ça révolutionnait, hein? Oui. Puis c'était tout un peu compartimenté, mais tout attaché ensemble. Ce qui fait que le soulier pouvait avoir de la flexibilité dans tous les sens. Il était comme du jello, dans le fond. Oui, mais comme tout vraiment segmenté en dessous. Affreux. Puis c'était à cette année-là. Ça fait vraiment très, très longtemps. À cette année-là... 8-9 ans. Ouais. Tout le marketing allait être sur ce modèle-là et tout. Puis rapidement, ils ont tiré à plug. Oui, c'est ça. On appelle ça comme ça. Sauf que nous, on est pris avec quand on fait des achats comme ça. Non, en fait, ils l'ont repris. Ah, ils l'avaient repris? Oui, ça avait été un exemple. Ils l'avaient repris. Oui, ça, on n'aime pas ça faire ça, nous, parce qu'on aime mieux assumer nos choix, mais quand on le fait, c'est parce qu'on est vraiment mal pris. Oui. Ben, en fait, c'est eux qui avaient demandé à le reprendre. Ah, tant mieux. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça, mais... Effectivement, puis ce qui fait que parfois, on va nous présenter des choses un petit peu... mais moi, ce que je me souviens de ça, puis pour revenir sur ce que tu disais, c'est quand ils nous l'avaient présenté, tu te souviens, tu faisais déjà les achats, là, tu sais, ça fait longtemps. Tu avais déjà plusieurs années d'expérience dans les achats. Tu te souviens, ils nous avaient vendu, t'appelles ça, toi, boire le Kool-Aid, tu sais. Ils avaient vendu comme, hey, ça va révolutionner le marché, vous allez voir, on va en vendre des tonnes. Puis nous, ben là, tu sais, on les écoute un peu quand même, là. Mais ça fait que maintenant, quand ils nous présentent quelque chose de vraiment très différent, on est plus sur nos gardes maintenant. On fait attention. Oui. Un exemple, justement, de produit qu'on fait attention, puis, tu sais, c'est pas tout à fait dans la même veine, là, mais tout ce qui est... Il y a une toute petite mode, là, puis je pense que c'est pas là pour rester, là, de chaussures trop, que j'appelle. Oui. Trop étant des
des modèles tests, si on veut. Fait que des souliers qui vont pas respecter les règlements là, pour les compétitions, fait qu'ils vont être trop épais ou les compagnies vont mettre 2 plaques de carbone. Puis ça, j'appelle ça un peu des pièges à publicité, là, si on veut. C'est vraiment des modèles qui seront pas si performants que ça, mais qui vont prétendre être trop performants pour le marché. Mais que quand on gratte un petit peu plus puis qu'on se renseigne, on se rend compte que c'est juste des patentes à gosse, excusez l'expression, là, mais pour faire jaser. Tu sais. Ça, on essaie de pas rentrer là-dedans parce que ça servirait pas bien le client de toute façon. C'est pour aller chercher des clics parce que c'est extraordinairement différent. Ouais. Et là, les gens arrivent, ils nous demandent ça. Et moi, souvent, je suis là, je les regarde, puis je dis, mais c'est quoi ce produit-là? Puis j'en ai même pas entendu parler. Tu sais, je connais personne sur tous les gens que je connais qui courent avec ça. Donc, probablement que ça n'a pas de bon sens. Ouais, ça, c'est juste pour faire des... après ça, on retrouve là, sur YouTube, là, puis là, la vidéo, ça va être appelé est-ce que cette chaussure devrait être interdite? Ou je cours avec une chaussure bannie. Puis là, ben, c'est sûr, ça fait cliquer. Puis les gens sont intéressés de savoir. Là, mais si jamais là, vous voyez ce type de chaussures-là, là, ben, c'est pas plus performant. Parce que généralement, comme elles sont plus épaisses, ben, ils vont être plus lourdes. Qu'il y ait 2, 4 ou 12 plaques de carbone à l'intérieur, à un moment donné, il y a une limite aussi. Tu sais, qui coûte 600 aussi, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai vu ça récemment, là, je ne sais plus quelle marque qui commence par A, 600 $, quelque chose comme ça. Oui, bien, il y en a quelques-unes. Oui, c'est ça, il y en a quelques-unes. Ça commence à proliférer. Oui, c'est ça. Donc, parfait. C'est moi qui tire la prochaine. Puis toi, en tout cas, de toute façon, on arrange ça. Qui a quelque chose à dire? Attendez, je suis toute mélangée. Il y en a tellement. Oui, on était tellement contents. Marie nous pose la question. Avez-vous des projets personnels que vous accepteriez de nous partager? Bien, écoutez, c'était une question qui était un petit peu moins business, mais dans le fond, on se disait que, bon, on a-tu des projets personnels? Bien, moi, c'est courir, tu sais, dans le fond. Cette année, courir des demi, peut-être 1 ou 2. Rapidement, j'ai le goût d'essayer. Donc, c'est un des beaux projets. Et puis, évidemment, on a tellement de projets d'affaires, mais faire un peu de vélo aussi. Ouais. Et puis, ben, c'est personnel, puis c'est à faire en même temps parce que créer la communauté à Beaumont, tu sais, fait que ça, c'est quelque chose qui est personnel aussi parce que je rencontre des gens intéressants. Puis quand ils parlent à José, ils ne parlent pas à José de Maison de la Course, ils parlent aussi à José qui a un minou qui s'appelle Merlin, puis que Lionel, son mari, tu sais, puis bon, c'est ça. Des projets personnels. Ben, en lien avec... C'est un peu comme tu disais, en lien avec la course, avec les amis, avec des projets de sport. Toi, tu avais fait beaucoup de sentiers. Est-ce que tu as le goût d'y retourner? Parce que ça fait un petit moment que tu n'as pas eu le temps d'en faire beaucoup de sentiers. J'ai pas l'appel encore là, de me dédier complètement à un événement de sentier. J'y vais sporadiquement. Comme là, récemment, je suis retourné un petit peu plus pour le plaisir, là, tu sais. Mais pas dans le but que ça devienne un objectif de course dans l'année. Je pense que par rapport à la course, là, mon projet actuellement, c'est de me remettre un petit peu sur les bases que j'ai été habitué dans les dernières années parce que j'ai été blessé beaucoup cet été. Puis ça faisait au moins 3-4 ans que j'avais pas eu de blessure. Ça a été long un peu, la blessure à guérir. Ça a été éternel. Ça m'a vraiment... On dirait que j'ai rattrapé le temps perdu des années passées. Fait que ça a été 10 semaines d'arrêt complet. Puis après ça, on ne peut pas reprendre, vous le savez. Là, non, ils ne savent pas. Il y en a qui le savent en tout cas parce qu'il y en a qui ont été blessés. Puis statistiquement parlant, si on accumule les années de course, un moment donné, on va être blessé. Puis on ne reprend pas où on était. Fait que j'étais dans un entraînement marathon quand c'est arrivé. Puis ce qui est étrange, c'est que c'est arrivé vraiment drastiquement. Qu'une journée, j'étais correct. L'autre journée, j'étais vraiment pas correct. Fait que j'étais dans une progression pour un marathon. Fait que le volume hebdomadaire était quand même assez élevé. Puis là, d'un coup, ça tombe à 0. Fait que ça m'a demandé de me réajuster un petit peu. Puis là, tranquillement, ça doit faire un bon 8 semaines que j'ai repris. Mais c'est vraiment très, très long à reprendre. Fait que je voyais comme... Pour chaque semaine que j'étais arrêté, je me donnais une semaine pour juste comme reconstruire tranquillement. Fait que j'ai été arrêté 10 semaines. Je me donne à peu près 10 semaines pour reconstruire progressivement.
Puis janvier, ben, je veux reprendre un programme un peu plus structuré, sauf que je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment pas la forme que j'avais quand c'est arrivé, au mois d'août. Là. C'est fou, on perd quand même vite un peu. Oui, c'est ça. On perd vite la vitesse, pas l'endurance. C'est ça, en fait. C'est fou, hein? La semaine dernière, j'ai refait des intervalles, puis j'ai refait des tout petits intervalles, là, des 1 minute. Puis, ça représentait ma vitesse demi-marathon avant. Puis là, pour moi, c'était une perception d'effort plus élevée que 5 km. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir que janvier puis février, comment ça va se placer, puis si ça va revenir rapidement. Mais l'objectif, ça serait à l'automne là, de pouvoir courir un marathon. Trouver un bel événement. Ouais, peut-être le marathon de Montréal, probablement, là, parce que c'est comme la seule année où il va être au mois d'octobre. Fait que c'est peut-être la seule année où j'aurais un intérêt à le faire. Là, c'est une belle date. Bon, on y va. Ouais. Qui nous a posé l'autre question? Nathalie, qui demande. La question est pour Fred. Si tu avais l'opportunité d'écrire un livre, quel serait le sujet et pour quelle raison? Oh là là! Aïe. OK. Bon, j'y avais pas trop réfléchi à celui-là. Écrire un livre sur... un livre pour enfants ou un livre pour adultes? Pour adultes. Pour adultes? En fait, je sais pas si c'est le livre que j'aimerais lire ou si c'est le livre que j'aimerais écrire, là, tu sais. Mais... je trouve qu'on est dans une belle période d'effervescence dans la course dans les dernières années, puis il y a une grosse vague de nouveaux coureurs. Peut-être un peu un livre comme ce que Serge Bouchard avait fait avec Les Grandes Oubliées ou quelque chose comme ça, un peu les grands oubliés de la course ou qui retracerait un peu l'évolution de la course au Québec. Oui, les grands oubliés, ça serait super intéressant. J'imagine, puis je pense que même... Je les connais pas. Personne ne connaît l'histoire de Gérard Côté. Très peu, puis franchement, c'en est un grand, ça. Ouais. Puis il y avait un qui était amérindien, là, puis qui était super... Thornton? Tu n'as pas entendu parler, tu vois? Oui, ça serait vraiment le fun de regarder ça, parce qu'on a une belle histoire de course à pied, mais pas connue. Non, on dirait que ça se résume toujours à Terry Fox, sans rien enlever à l'histoire de Terry Fox, justement. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas, cette histoire-là non plus, puis elle est super intéressante. Ouais. On connaît Jacqueline, évidemment. Ouais. Je dis son prénom tellement qu'on la connaît, mais on connaît beaucoup... on connaît Alain Bordelot, parce qu'ils sont encore... Mais il y en a qui sont des disparus. Ouais. Tandis qu'eux sont encore là, on les voit encore, ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont impliqués dans la course à pied. Jacqueline, elle fait des massages aux gens, elle est très impliquée encore. Alain lui organise le petit train. Mais il y en a des oubliés qui ont disparu, puis que ça pourrait être le fun. Aussi, si quelqu'un veut l'écrire, là, je lance l'idée. Oui, c'est ça. Si vous voulez l'écrire, nous, on n'est pas des oubliés, fait qu'on ne sera pas dedans, mais on va le lire, hein, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. On y va avec une autre question. Donc, Samuel, ça va être pour Fred. Check bien. Je serais curieux d'avoir quelques statistiques de vente. Le modèle de chaussures le plus vendu. Le pourcentage de Super Shoe. OK. Ça dépend. En tout cas, je te laisse répondre. La marque de gel la plus populaire et est-ce qu'on vend plus trail, vise, route? Écoute, il y a 4 questions. OK. On y va. Le modèle de chaussures le plus vendu, disons, est-ce que tu veux dire pour 2024? Oui, parce que ça change. 2025, excuse, on est déjà rendu en 2026. Ah, mon Dieu! OK, 2020. Ça change d'une année à l'autre. Oui, c'est ça, exactement. OK, j'ai pas... Là, j'y vais comme un peu de mémoire, puis j'y vais en fonction de mon ressenti. Là. Ça doit être, j'imagine, Oka Clifton. Oui. C'était mon idée aussi. Oui, parce qu'il faut penser que à partir du moment où il y a l'argent régulière, puis il y a du plus large, donc du wide, ça augmente beaucoup le nombre de paires vendues parce qu'on décuple les possibilités là, dans ce modèle-là. Et si le fournisseur est capable de fournir. Oui. Ça change. Ça, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment important aussi. Il y en a beaucoup là, qui sont dans cette gamme-là. Mais celui-là, je pense que c'est un gagnant. Oui. Fait que, je dirais, le Clifton, ça serait probablement notre numéro 1. La deuxième question, c'était? Le pourcentage de Super Shoe. Ouais. Moi, je dirais... Attendez, mais là, je ne peux pas l'écrire, là. Mais, vas-y. OK. Bon. C'est parce que là, c'est
C'est gris comme zone un peu, là. Des super choux. Mettons, on dit un super chou, plaque de carbone. Plaque de carbone. En partant. OK. Ça dépend des saisons. Ah, on oui, va oui, dire c'est sûr. printemps-été. OK. On fait l'entonnoir, là. OK. Puis là, on parle pas de chaussures de performance. On parle vraiment, là, performance carbone. Oui. Ça doit être 5-7 % je dirais. Oui, pas plus que ça. Ouais. Environ. Ouais. Là. Moi, je dirais que performant tout ensemble, c'est peut-être 15, mais c'est 6 de super chou. Puis, parce que, tu sais, un Oka Mac à 165 $, c'est un performant, mais c'est pas un super chou. Oui, mais c'est un qui fonctionne pour beaucoup de gens. Il est vraiment fun, puis on l'a dans le wide en plus. Oui, c'est ça. Donc, ce modèle-là, c'est un bon exemple. Il doit être dans le top 10 des plus vendus dans l'année. Oui. Ouais. Fait que peut-être 6 % les super choux. D'après moi, la gamme performance, là, au complet, ça doit être autour de 20, 15-20. Là, je pense que c'est un bon... Tu vois, je n'avais pas mon crayon, mais je m'étais dit 15. Oui, je pense que ça a de l'allure. On voit qu'on travaille à la même place. Donc, ensuite, il a posé la question, ça c'est intéressant, la marque de gel la plus populaire. Premièrement, c'est-tu québécois? Non. Oh. Non, malheureusement. Mais en fait, on va faire de quoi avec ça? C'est une question de temps. Oui, c'est ça. Là, si on parle juste gel ou si on inclut bar et compagnie... Mais mettons, on commence par juste gel. Morten. Ah, c'est eux autres les plus vendus. Oui, mais je pense que c'était la dernière année. OK. À cause de... non? À cause de tout. OK. En fait, les Québécois sont bons. Tu l'as nommé, les compagnies québécoises, à chaque année, prennent des parts de marché, puis on est vraiment super contents de ça. Oui. Fait que NAC est en progression, Exact aussi, Chrono aussi, Brix. Fait que vraiment, toute cette gamme-là augmente. C'est des produits super qualité, c'est local. Oui. Les sous restent chez nous, hein? Exact. Ça pourrait être notre nouvelle phrase. Les sous restent chez nous, c'est bon. Pour la nutrition, on va mettre ça. Oui. C'est vrai, on pourrait faire un visuel, les sous restent chez nous. Avec les logos des compagnies. Fait qu'on le voit... Ce serait les choses restent chez nous. Non, c'est les sous. Ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça, c'est un autre sujet. Mais la marque de gel la plus populaire. Et quand tu parles toute nutrition complet? Là, c'est sûr que NAC a une gamme très, 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 très grande. T'sais, ils ont commencé beaucoup spécialisés un petit peu plus course en sentier, mais là, ils ont une gamme pour la course sur route, donc un petit peu plus vraiment glucide. Ils ont un gel qui ressemble, je ne sais pas s'ils vont aimer ça que je dise ça, mais qui ressemble un peu au Morten. Oui. En termes de texture, il n'y a pas de saveur, etc. Il ne tombe pas sur le cœur, moi, je trouve. Là, quand on a trop de sucre, à un moment donné, on vient à bout. Oui. Chaque client qui l'essaie, souvent, c'est une conversion pour le futur. Fait que chaque compagnie vient un peu grappiller là, des parts de marché à Gu, puis Morten, qui historiquement était un petit peu plus... en 2012, quand on a ouvert, c'était Gu qui était numéro 1. Ça, c'est sûr. Puis maintenant, je ne croirais pas, hein? C'est ça? Non, c'est ça. Vraiment intéressant. Et est-ce qu'on vend plus trail vise route? Moi, je dis qu'on vend plus route. Oui. Ça, c'est sûr. Oui. Puis quand arrive l'automne, là, on vend du trail que les gens utilisent dans la neige. Oui. Ce qui fait que il faut être flexible, nous. C'est ça qui est notre plus gros défi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Là. Je pense qu'on avait déjà parlé. Oui. Un des plus gros défis, c'est que la saison qu'on appelle hiver, elle est très, très, très courte versus la saison, chaussures de route. Il n'y a pas vraiment de saison, c'est tout le temps. Oui. Mais au mois de juillet, des souliers imperméables en Gore-Tex, c'est 0. Littéralement. Mais quand ça part d'un coup puis ça part fort. Oui. Oui. Non, c'est vraiment particulier. Donc, c'est toi qui piges. Oui. Merci pour les questions, elles sont super bonnes. Chantal demande, comment faites-vous pour choisir ce qui sera en boutique aussi d'avance? 1 an d'avance. On n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Oui, mais on aimerait mieux. On aimerait mieux, nous, que le magasin de bonbons soit toujours disponible pour nous puis qu'on puisse aller chercher ce qu'on veut. Ouais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les fournisseurs demandent un engagement. Oui. Donc, puis c'est toi qui s'occupe d'envoyer les PO. Puis même la semaine passée, tu avais des cheveux hérissés parce qu'il y a quelqu'un qui t'écrivait pour dire faut que tu mettes plus de commandes pour l'an prochain. Puis là, toi, tu avais dépassé le budget. Mais ça t'enlève le sommeil un peu, là. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas le choix dans le sens... Puis je vous invite à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, l'épisode qu'on a fait là, sur les achats. On a vraiment dédié un épisode complet sur les achats. C'est ça. Puis chaque compagnie est un peu différente. Chaque compagnie, c'est un partenaire d'affaires avec lesquels on a des relations qui est ta commission, différentes. en tout cas. Une chose est sûre. Même pas tout le monde. Pas tout le monde. Ah non, hein? Ben non.
J'avais l'impression que oui. Saison 2, on vous en parle. Ah oui, on vous en parlera dans une autre saison. Mais en tant que tel, il y a la quantité, mais il y a je pense qu'elle voulait dire aussi les modèles. Oui, comment savoir que ça va se vendre? Ouais. Comme là, la tendance, les manteaux plus courts, tu sais. Ouais. Bon, mais là, il y a des gens qui veulent que ça couvre leurs fesses. Fait que là, dans le fond, on veut-tu des manteaux courts que les jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 je sais pas trop, aiment bien? Ou on veut des manteaux un petit peu longs pour les gens qui ont des fesses froides comme moi, mettons, tu sais. Et là, ça, il faut décider ça. Et ça, c'est embêtant. Mm-hmm. Comment on fait? Ouf! Ben, c'est un mélange. Oui. Ben, on a l'avantage d'être sur le plancher. Fait que ça, je pense que c'est le plus gros avantage. Oh, oui, 100%. Contrairement à quelqu'un qui ferait juste ça de sa vie, là, pour une grosse boîte, tu vas juste faire les achats, ben, là, ça devient embêtant parce qu'à ce moment-là, il faut juste se fier à ce qu'on voit, je sais pas, là, sur les réseaux sociaux, ce qu'on a comme écho des représentants. Il faut pas oublier la force tranquille. C'est-à-dire que oui, les réseaux sociaux vont avoir une influence sur ce que les gens vont nous demander. Parce que ça, c'est les gens qui parlent. C'est ça, mais il y a quand même une grosse communauté puis une grosse partie de la clientèle qui ne parle pas puis qui vont vouloir autre chose. C'est pas nécessairement diamétralement opposé, mais juste des tendances, des fois, justement, un manteau un petit peu plus long ou certaines couleurs un petit peu moins au goût du jour, là 2025, puis un peu plus intemporel. Fait que c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Puis c'est un mélange de plein d'affaires. C'est un mélange de statistiques, de pif. C'est ça, mais la personne qui est dans un bureau en haut, là, ils n'ont plus de cravate maintenant, mais on les appelait comme ça, des gestionnaires à cravate. Eux, ils vont avec les statistiques. Et ce qui est embêtant avec les statistiques, c'est que tu bases des décisions futures sur du passé. Oui. Et donc, on pourrait dire que tu es un danseur de ballet parce que c'est plus toi qui fais les commandes, puis tout ça. Tu sais, c'est toujours de naviguer et d'essayer de sentir le vent à l'avance. En tout cas, comment on fait pour... la question, c'était comment on fait pour... Ben, je pense que tu te casses beaucoup la tête. On se casse la tête beaucoup, là, tu sais, puis on prend aussi un peu de risque, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Des fois, on fait des tests aussi. Parce que, tu sais, juste se fier aux statistiques, là, ça peut avoir l'effet que, OK, mettons, on n'a jamais eu de rouge. Mais c'est sûr que dans tes statistiques, on n'a pas vendu de rouge. Oui. Ça ne marcherait pas. Ben non, c'est ça. Fait qu'on ne peut pas se fier uniquement à ça non plus. Non. Puis ça dépend aussi de l'hiver qu'on va avoir. Comme là, dernièrement, à Bromont, ils ont besoin de raquettes. Là, la montagne leur a dit, il faut des raquettes. Ouais. Bon, mais là, Fred, il s'est viré de bord puis il a acheté plein de raquettes. Mais l'année passée, on ne savait pas qu'on aurait besoin de raquettes autant que ça parce qu'on ne connaissait pas la météo de cette année. Non, puis même historiquement, à Saint-Hilaire, on a déjà vendu plus de raquettes que ça aussi. Puis là, ben, les années passées, ça a été beaucoup moins neigeux, ou ça arrivait au mois de janvier ou plus tard encore. Fait que, dans l'hiver passé, on n'a presque pas vendu de raquettes. L'autre d'avant, encore moins. C'est ça. Il faut être prudent aussi parce que, dans le fond, quand on choisit quelque chose qui ne se vend pas, puis que les gens embarquent pas, puis ils ne trouvent pas que c'est un achat qui est bon pour eux, bien, nous, ça se retrouve dans un inventaire un peu mort, un peu. Et là, ça prend de la place et puis ça empêche le renouvellement. Donc, en tout cas, tout ça. OK, qui pige maintenant? À toi. Ah, j'en ai une petite, là. Elle avait l'air à me dire bonjour. Ça, c'est Michael. Ah oui, celle-là est bonne. Mais moi, ça va être non. OK, je réponds tout de suite, Michael. Ça, oui. OK? Mais si Fred te l'a jamais dit, là, mais c'est non. Savez-vous, Fred, en fait, la question s'adresse à Fred. Je pense que oui. Fred, savez-vous la grandeur de souliers de presque chaque client régulier? Bon. Ça, je pense qu'il veut nous troller un petit peu là, avec la question. En fait, ça vient d'une petite joke, là, mais c'est que... Ben, pas de la majorité des clients, non, mais c'est juste que l'autre fois, j'expliquais que des fois, je me force à faire semblant de pas connaître la grandeur parce que je trouve que ça ferait bizarre qu'un client qui arrive un an plus tard puis que je me souviens de sa grandeur, tu sais. Fait au lieu de dire « Ah oui, je me souviens, tu portes du 11,5 » Je sais ton numéro de téléphone, ton nom, ton adresse. Je fais comme si je m'en souvenais pas, puis on reprend la mesure parce que je suis trop gêné de me souvenir de sa grandeur de chaussures. C'est bon. Mais ça, mais tu as une mémoire phénoménale, mais tu sais, moi, aucune chance. Par contre, on est rendu bon à
Devinez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je regarde le pied de quelqu'un, je vous fais du 7,5, vous, là, ils n'en viennent pas. C'est vrai. Là, ils me regardent avec des yeux ronds. Ben, c'est parce que ça fait 13 ans que je vois des pieds. Ben, d'habitude, je les vois habiller les pieds quand même. Tu sais, je trouve toujours ça drôle quand quelqu'un veut me montrer tous ses pieds. Vous n'êtes pas obligé de tout déshabiller vos pieds. Bon. Je peux voir vos pieds habillés. Ah, c'est drôle. Mais effectivement, je suis capable maintenant de deviner. Vous portez du 12, hein, tu sais. Oui. Là, il mesure 5 pieds 6, le monsieur, puis il porte du 12. Mais c'est ça, il porte du 12. Il faut ce qu'il faut, hein? Ben oui, c'est ça, il doit être plus stable, tu sais. Petite anecdote avant de passer à une autre question. Cet été, on est dans un souper avec des amis coureurs, tu sais. On doit être, mettons, une quinzaine, tu sais. Puis là, je sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui dit « Ah, Fred, il se souvient des grandeurs de tout le monde, tu sais. » Puis là, ben, je passais un après l'autre, puis j'étais comme 8,5, 7,5, 10,5, nanana. Puis là, à une personne, j'étais pas trop sûr, là, je dis une grandeur, puis là, ils sont comme non, c'est pas ça. Puis finalement, j'avais raison. Ah oui? Mais tu as toujours le système pour aller voir, parce qu'on a l'historique. Oui, on peut aller valider de toute façon, là, mais bref. Mais je pense qu'on se souvient plus parfois que eux, tu sais, parce que des fois, ils se souviennent de la grandeur qu'ils portaient quand ils portaient des souliers trop petits. Ouais. Puis là, finalement, on s'en va dans le système, on se dit non, les derniers souliers que vous avez achetés, ils étaient un point plus grands que ce que vous me dites. Ouais. Ah oui, hein? Ben oui. OK, c'est moi qui pige? Vas-y. Donc, Nicolas, comment avez-vous réussi à avoir une grande communauté? Et il a mis, et j'adore ça, il a mis entre parenthèses famille de course, et quelles ont été vos stratégies pour la garder aussi? Ben en fait, tu sais, si t'es là pour les bonnes raisons, puis que c'est ça que tu as envie de faire, ça vient un peu naturellement, dans le sens que d'aller courir avec les gens, de favoriser des événements où les gens vont se rassembler, puis de devenir un peu le hub, si on veut, des coureurs, ça se fait un peu naturellement. Oui, des fois, il faut prendre des initiatives, puis il faut un peu organiser les choses, mais quand c'est ça qu'on a envie de faire, puis c'est le cas à la Maison de la course, tranquillement, ça fait boule de neige, puis ça grossit, là, tu sais. En fait, on est des facilitateurs, nous. On essaie que les gens se rencontrent, se parlent et deviennent amis. Ça, et avec le temps, ça fait vraiment la job. Les gens se rencontrent, ils ont une nouvelle personne. C'est comme la course que j'arrive. Il y avait Mélanie qui courait, qui a une quinzaine de marathons, d'après moi, de fait. Puis il y avait Carole qui en a 3, c'était son 3e. Donc, on parle d'une marathonienne un peu plus aguerrie. Mm-hmm. Et puis finalement, Carole a aidé beaucoup Mélanie à terminer, puis ils ont terminé ensemble. Ouais. Donc, ça vient de faire une amitié pour la vie. Ils se connaissaient, mais sur le parcours, à travers un défi, à travers une réussite, moi, j'ai vu quand on a quitté, on était à Valence, quand on a quitté, c'était des amis pour la vie. Là. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui est beau, nous, c'est qu'on fait une communauté avec des gens qui veulent réussir quelque chose de difficile. Ouais. Veux pas courir, c'est difficile. Mais si tu le fais avec des gens que tu connais pas, après 2 fois que tu as couru avec eux, tu les connais super bien. C'est drôle, hein? Ça fait des liens immuables, je trouve. Oui, l'adversité fait que les liens sont plus forts, puis sont plus forts rapidement. Vous remarquerez, là, vos amis coureurs, là, des fois, vous êtes « OK, ça fait juste 6 mois qu'on se connaît, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps parce que vous passez beaucoup de temps avec ces personnes-là, vous les voyez souvent, puis vous les voyez dans des moments plus difficiles aussi. Oui. Fait que, tu sais, la vulnérabilité ouvre un petit peu là, les... Exactement. Ouais. Et vous les voyez sans fard, sans fard, sans maquillage, les cheveux tout croches, les joues rouges. Tu sais, il y a pas de... Je trouve qu'à la course à pied, on peut pas mentir. Non. On peut pas mentir sur les résultats, mais on peut pas mentir non plus à quelqu'un qui est avec nous. Je suis ce que je suis et je peux pas te faire croire que je suis un coureur de 3h20 au marathon si je suis un coureur de 4h20. Il y a pas de frime. Oui, c'est vrai. T'sais, en tout cas, s'il y en a, il y en a pas avec les running shoes d'un pied. Donc, OK. Prochaine question. Oui. Oups. Il y en a plein. Je le sais. C'est vraiment fantastique. Ah, c'est quand même drôle qu'on pige cette question-là tout de suite après, parce que, en tout cas, tu vas comprendre. Marie-Ève nous demande, quelle est la chose qui vous rend le plus fier? C'est qui? C'est qui? Marie-Ève qui nous demande ça. Marie-Ève. Ouais. La communauté, je pense. Oui. Que le projet Maison de la course, qui est une... Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être en affaires. Ouais. Mais
je voulais aussi être en affaires de façon honnête. C'est-à-dire que je voulais offrir un service ou un produit, je ne savais pas encore, qui était pour être utile dans la vie des gens. Et je trouve que ma fierté en ce moment, c'est qu'ensemble, depuis des années, on fait quelque chose qui a vraiment une grande valeur pour les gens, qui est honnête aussi. Tu sais, 100% honnête. Tu viens nous voir, je dis, on t'offre quelque chose qui est bon pour toi. Et en plus, si tu veux, si ça te tente, ben t'embarques avec nous, puis tu cours, puis tu vas rencontrer des amis. Ça, c'est ma grande, grande fierté. J'aurais pu réussir dans l'automobile. J'étais rendue à acheter des parts d'un concessionnaire en 2005, en 2008, 2009. Je négociais pour acheter des parts d'un Mazda, tout ça. J'ai même été approchée par Canadian Tire. Ils ont vraiment insisté, mais finalement, je suis super fière d'avoir choisi d'avancer en affaires dans la course à pied. Tu sais. Puis la pérennité aussi de l'entreprise. Là, je pense que là, on l'a vu. En fait, je trouve que le recul qu'on est capable de prendre maintenant, depuis la fondation en 2012, moi, je suis arrivé après, mais ce recul-là, le recul par rapport à la COVID aussi, qui a été un gros chamboulement, qui a été restructuration. On a fermé une boutique, on a consolidé tout ça. Là, Bromont est arrivé. Fait que je trouve que ce recul-là aussi est vraiment, vraiment le fun. Puis d'avoir construit quelque chose de périn puis de solide aussi. Là, ça, c'est vraiment une belle fierté. Là. Oui, c'est solide parce qu'on a passé à travers des tempêtes. On ne peut pas vous dire qu'on n'a pas passé à travers des tempêtes, mais maintenant... Et je trouve que c'est ce qu'il faut aussi dans la vie. Mais maintenant, comme entreprise, aussi comme un individu, c'est la même chose. Il faut que tu saches que tu as les ressources pour passer à travers des crises parce que les crises font partie de la vie de n'importe quelle entreprise et de n'importe quelle personne. Tu ne peux pas passer ta vie, autant en affaires, sans passer à travers une crise. Puis nous, maintenant, on sait que les crises... ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais ça veut dire qu'on va travailler ensemble à trouver des solutions. Parce que c'est un peu ça qui est le plaisir d'être en affaires. On n'est pas là, on est là pour trouver des solutions, tu sais. C'est bon ce que tu dis parce que en fait, c'est que maintenant, on sait qu'on a les ressources pour passer à travers, tu sais. Puis on sait que, comme tu viens de dire, que ça ne sera pas facile, mais qu'on est capable de le faire, tu sais. Oui. On va cogner aux portes comme si on a besoin d'aide. Comme j'ai déjà cogné, tu sais, si Chantal un jour nous écoute, tu sais de qui je parle. Donc, c'est à toi, je pense, à piger. Romain, qui nous demande quelle a été votre meilleure expérience en course à pied, un événement, entraînement, voyage et votre meilleur à la maison de la course? On va prendre le dernier aspect. C'était quoi le dernier aspect? Votre meilleure expérience à la maison de la course? Oui. Donc, expérience d'entrepreneur, parce que c'est notre sujet aujourd'hui. Oui. Meilleure expérience d'entrepreneur pour toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Il y en a quand même plusieurs. Expérience. Expérience d'entrepreneur. Attends une minute. Bien, moi, ce que j'ai aimé beaucoup quand j'ai commencé en 2012, ça a été de rencontrer les fournisseurs. J'ai trouvé ça le fun. Je n'étais pas habituée, moi, d'avoir plusieurs fournisseurs. On a appris à faire du cherry picking aussi, parce que c'est un peu ça qu'on disait tantôt. Parce que moi, quand je travaillais chez BM, j'achetais des BM. C'est moi qui faisais commande, tu sais. Je ne pouvais pas décider que, la Acura est mieux fabriquée. Elle est plus économique, elle est plus résistante en cas d'accident. Je vais prendre celle-là, tandis que là, c'est une expérience le fun. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, quand il y a eu comme vraiment la transition en 2015, puis que j'ai commencé... Au début, c'était une partie des achats. Puis là, tranquillement, voit une première saison pas les acheteurs, mais les fournisseurs, puis ainsi de suite. Puis je pense un coup que on a fait comme la tournée complète, puis que là, on a les mains dedans complets, puis que là, les fournisseurs me connaissent, puis un peu toute cette ils te font confiance cette boucle-là, Puis d'avoir, de pouvoir me retourner puis dire, je me pose cette question-là, je vais l'appeler, tu sais. Puis d'avoir ce lien d'affaires-là, puis ce lien d'amitié-là avec beaucoup de fournisseurs. Et de confiance. Oui, confiance, c'est bon. Parce qu'ils te font confiance. Il faut être organisé et ça, c'est 100%. Je pense qu'on est réputé pour... les fournisseurs, ils pourraient dire de nous qu'on est réputé pour aimer courir puis être organisé. Hein? Oui. Donc, c'est moi qui pige. Ouais. Attends, je vais aller en chercher un dans le fond.
Il va en avoir un caché dans le fond. Tiens, j'en ai un, là. Ah, il est gros. Bon. Qu'est-ce que c'est? Dominique. Oh là là, Dominique, tu frappes fort. À quel sujet vous êtes diamétralement opposés? Elle a dit diamétralement. Attends une minute. Qui vous oblige à faire un compromis pour trouver un terrain d'entente? Puis elle donne un exemple parce qu'elle avait une entreprise. Elle avait une entreprise, sa passion, c'est le tricot. OK. Puis elle avait une entreprise de laine, j'imagine. Tout ça, c'était spécialisé. Par exemple, dans son entreprise, je n'aimais pas du tout la laine pelucheuse. Je ne sais pas c'est quoi partout, mais la clientèle en voulait. OK. J'ai dû m'adapter. Donc, probablement que les deux, elle... Mais par rapport à sa clientèle qui est diamétralement opposée? Mais là, elle dit, elle, par rapport à nous, à quel sujet vous êtes diamétralement opposés? Comme, mettons, moi, comment je l'ai compris, la question, c'est que, comme moi, personnellement, là, j'aimerais ça qu'on ait, mettons... tu sais, les tops trop courts, moi, j'aime pas ça. Puis toi, j'ai eu l'impression l'autre fois que tu trouvais qu'il en faudrait peut-être un peu pour les jeunes. Ouais. Fait qu'évidemment, on a comme 25 ans de différence. Fait que pour les vêtements, je pense qu'on est... mais de là à dire diamétralement opposé. Diamétralement. Mais on essaie de trouver toujours un chemin d'entente je pense que j'ai pour tous les clients, mais vas-y. Mais c'est ça, en fait. Je pense que à chaque fois qu'on prend une décision, c'est en fonction du client. De la cliente puis du client. Fait que je pense que de toujours, pas dans le doute, mais quand on n'est pas sûr, quand on pense, un pense ça, un pense une autre affaire, ben de ramener au client. Oui. Mais moi, je vais souvent arriver, puis ça, c'est je vous dis un secret, là, c'est dur pour Fred. Moi, je vais arriver avec quelque chose, je dis « Hey, Fred, là, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça. » Ou je vais arriver, puis je vais dire « Hey, j'ai vu ça. Comment c'est qu'on n'a pas ça? » Ou bien je vais arriver, je vais voir une publicité sur Instagram, là. Puis là, je dis « Hey, Fred, c'est quoi ça? » Tu sais, pauvre, lui, là, il capote, là, vous imaginez pas. Et là, une fois sur deux, tout d'un coup, on reçoit le produit. Ah, regardons, tu sais. Puis, une autre fois sur deux, j'en entends jamais parler. Ça voulait dire que ça n'a pas passé au conseil de Fred, tu sais. Fait que, mais je ne m'astine pas trop parce que c'est tellement difficile de savoir ce qu'on a besoin dans l'inventaire, tu sais. Mais pour la gestion des employés, pour le marketing, tout ça, on pense vraiment pareil, tu sais. Ouais. J'en ai vu, moi, des guerres j'en ai vu des guerres d'associés dans le domaine où j'étais avant. Puis c'est souvent des guerres plus de tirage de couvertes. D'orgueil ou de... Oui, puis beaucoup de... Sincèrement, je reviens là-dessus, de tirage de couvertes. Il y en a un qui veut plus de sous. Je sais pas trop, là, tu sais. Mais ça, nous... De temps en temps, on veut un running shoe de plus, tu sais. On ne s'astine pas par un gros là-dessus. C'est ça. Mais c'est surtout, je pense que les challenges, c'est beaucoup... Peut-être que dans l'avenir, par exemple, on va en avoir un petit peu parce qu'on va peut-être vouloir développer des nouvelles choses, mais on vous en reparlera à ce moment-là. Oui, c'est ça. Bon, c'est toi qui tires maintenant? Oui. Samuel demande, pourquoi l'absence de certaines marques comme Adidas en boutique? Parce que j'ai osé le demander, tu sais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, là, si on prend Adidas précisément, on en a eu quelques années quand même. On avait l'Adios, on avait que j'aimais, que je portais. Oui. Après ça, est arrivé un peu COVID. Tu sais, c'est multifactoriel. Là. Oui. Tu sais, Nike et Adidas, parce que c'est les deux marques en ce moment qu'on n'a pas, mais que tranquillement, on va revoir un petit peu. C'était des marques qui ont un peu délaissé les boutiques spécialisées. Fait qu'il n'y avait plus vraiment de service ou très, très, très minimal. Là, ils reviennent avec un petit peu de service. C'est un peu des vagues comme... Eux, ils décident qu'ils veulent travailler avec un fournisseur spécialisé. Ouais. Là, ils vont mettre leur équipe de vente, ils vont faire des meetings, puis ils vont décider, hey, il faut qu'on aille chercher les boutiques spécialisées. Ils ne proposent plus nos produits. Ouais. Puis là, ils veulent nous aider, ils nous font des belles présentations, puis on rentre les produits. Puis 3 ans après, personne ne nous appelle. C'est parce qu'en haut, là, les gens avec les cravates, ils ont décidé que finalement, on va vendre juste sur l'Internet, nous autres. On ne vend plus aux spécialisés. Là, tout d'un coup, on n'a plus le produit. On n'a plus le produit parce qu'on ne nous l'offre plus. Tu sais, on est quand même...
on est quand même tributaire de ça, en quelque part. Ouais. Mais aussi, parfois, c'est des choix. Parce que nous, notre inventaire, tu sais, comme à Beaumont, en ce moment, on a 2900 paires là, dans la boutique. Ouais. On est en plein mois de décembre actuellement. Je veux dire, si on achetait tout ce que tout le monde nous dit, on aurait 5500, puis ça ne serait jamais assez. Ben non, c'est ça. Fait qu'il faut qu'on fasse des choix. Ouais. C'est comme vous, quand vous allez à l'épicerie, vous avez $300 pour acheter, vous n'avez pas pour tout acheter. Ben c'est pareil pour nous. On ne peut pas sortir de là, puis on a acheté pour 600. Mais pourquoi t'as acheté pour 600? Parce que tout avait l'air beau. Ben oui, tu sais. Fait que oui, c'est... Oui, faire des choix. Oui, mais il y a des marques qui reviennent. Oui. Et parfois aussi, nous, on va décider, bien, cette marque-là, en ce moment, cette année, j'ai une marque en tête que je ne dirai pas, mais c'est des vêtements qui commencent par S. Tu sais de quoi je parle. On a décidé cette année, l'année passée, ils vont être trop chers, ils vont être en dehors du marché. Le produit qu'ils vont offrir va être en dehors du marché. On n'a pas embarqué. Parce qu'on s'imagine, on est toujours en train de s'imaginer qu'on est le client. Ouais. Et le client, ben, c'est ça, on pourquoi qu'il paierait $60 de plus pour un vêtement qui est vraiment, vraiment pas mieux que celui à côté. Donc, on fait ça. Ouais. C'est qui pige maintenant? À toi. OK, je vais aller en chercher un dans le fond. Vraiment, là, on n'aura pas le temps de finir. Je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un deuxième épisode. Là, Ben oui. Comment imaginer... Ah, celle-là est bonne. C'est Romain. Oui. OK. Celle-là est bonne. Comment imaginez-vous la maison de la course dans les 10 prochaines années? Ça vient sur notre prochain sujet aussi, là, le prochain... le prochain podcast. Oui, c'est ça. Le prochain épisode. Mais comment on l'imagine les 10 prochaines années? Aïe, aïe, aïe. Ben, sur le bord d'une montagne. En tout cas, ça commence bien. Parce qu'on aime les montagnes. On s'est aperçu de ça, les petites montagnes. Et puis, moi, je peux dire que je l'imagine encore ultra spécialisé. Ouais. On doit résister, selon moi, là, il faut qu'on résiste à la demande et aux besoins ou au goût de vendre autre chose, tu sais. Là, dernièrement, il y a eu des gens qui sont rentrés qui voulaient des raquettes de pickleball. Ben non, on n'a pas de pickleball, tu sais. Pas parce qu'on n'aime pas ça, pas parce qu'on trouve que c'est pas bon, mais c'est parce qu'on connaît pas ça. Ouais. De pas se diluer, en fait. On veut pas se diluer. Ça, c'est une chose qui est sûre dans les 10 prochaines années. Continuer à avoir des conseillers qui sont des coureurs dédiés. Ouais. Deuxième chose qui serait super important. Puis continuer à se démarquer par rapport à l'Internet. Oui, c'est ça, parce que, tu sais, puis je pense, ça, on pense la même chose à ce niveau-là. Oui, il y a une place pour le commerce en ligne, mais ça reste que les gens vont quand même, puis je pense que ça va pas diminuer dans les prochaines années, vont quand même chercher le contact humain, puis vont chercher le conseil en personne, puis de pouvoir toucher aux produits, les mettre dans les pieds, puis ça, je pense que ça va rester. Va falloir s'ajuster en tant qu'entreprise, puis d'évoluer avec les années, puis avec la clientèle, mais de garder notre focus sur le client qui ouvre la porte, puis qui a pris le temps de se déplacer, puis qui a pris le temps de venir nous voir. Oui. Oui, parce que le temps, c'est très important. Puis quand ils mettent du temps, c'est comme s'ils nous donnaient quasiment de l'amour de nous donner du temps. Ouais. Et donc, il faut être capable de répondre avec honnêteté, connaissance, mais il y a aussi continuer à développer la communauté. Je pense que toi, les jeunes à Saint-Hilaire, vous avez fait un beau travail là-dessus. Donc, 10 années, ça nous amène à 2035. 2035, il peut s'en passer beaucoup de choses. Mais c'est sûr qu'il va s'en passer beaucoup. Il va s'en passer beaucoup. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on veut continuer à être... on veut continuer à être pertinent. Oui, ça, c'est super important. Puis à être présent sur une rue. Oui. On ne veut pas quitter un jour la rue et puis devenir virtuel seulement. Là. Ouais. Et peut-être qu'un jour aussi, on sera un petit peu en ligne, nous aussi. Oui. Mais tout est ouvert de toute façon. Absolument. Voilà. Est-ce qu'on se dit une dernière question? Puis, parce que là, la tasse, ça déborde autant qu'au début. Oui. Donc, on se dit une... On a déjà 55 minutes de fait. Presque, oui. Mais on peut arrêter maintenant. Oui. Puis, il faut qu'il continue parce qu'il y a encore plein de questions. Il y en a de Dominique, il y en a de Chantal, il y en a de Manon, il y en a plein. Il y a Samuel, il y a Romain, il y a Nicolas, il y a plein de questions. Marie, on n'a pas vu. Oui. Donc, on arrête ça maintenant. As-tu la patente pour faire clic-clic? Regardez. OK. Vraiment, on a pris le contrôle du studio. Oui, nous autres, on prend le contrôle. On se dit dans 2 semaines, parce qu'on publie un épisode aux 2 semaines, pour la suite de vos questions. De vos questions. Merci d'avoir été là.